Dans le village paisible de St. Mary Mead, l'hiver apporte son manteau de neige et ses mystères. Miss Jane Marple, dame respectable d'un certain âge, observe depuis sa fenêtre les préparatifs du solstice d'hiver. Cette année, le village organise une célébration spéciale au manoir Thornfield, propriété de la famille Ashworth depuis 3 générations. Mais lorsque des événements étranges commencent à se produire, Miss Marple sent que quelque chose ne va pas. Des objets disparaissent mystérieusement, des messages anonymes circulent et d'anciens secrets semblent refaire surface. La sagesse et l'intuition de Miss Marple seront mises à l'épreuve dans cette affaire, où rien n'est ce qu'il paraît être. Entre les tasses de thé et les conversations de salon, elle devra démêler un écheveau complexe de mensonges, de jalousie et de non-dits qui remontent à plusieurs décennies. Le manoir Thornfield, avec ses couloirs sombres et ses portraits ancestraux, devient le théâtre d'une enquête où chaque détail compte. Miss Marple, armée de son tricot et de son sens aigu de l'observation, va devoir faire appel à toute son expérience de la nature humaine pour résoudre cette énigme avant le soir du solstice. Miss Marple était assise dans son salon lorsque la lettre arriva. L'enveloppe, en papier vélin de qualité, portait le sceau de la famille Ashworth. Elle l'ouvrit avec curiosité, utilisant son coupe-papier en argent hérité de sa tante. L'invitation était rédigée dans une écriture élégante, invitant les notables du village à une célébration du solstice d'hiver au manoir. La date était fixée au 21 décembre, dans exactement 2 semaines. Ce qui intrigua Miss Marple n'était pas tant l'invitation elle-même, mais le petit mot manuscrit qui l'accompagnait. Lady Constance Ashworth, qu'elle connaissait depuis des années, avait ajouté une note personnelle. « Chère Jane, votre présence me serait particulièrement précieuse. J'aurais besoin de vos conseils sur une affaire délicate. » Ces mots, bien que discrets, révélaient une certaine inquiétude. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la rue principale du village. La neige tombait doucement, recouvrant St. Mary Mead d'un voile blanc. Elle connaissait Lady Constance depuis plus de 20 ans, et celle-ci n'était pas femme à dramatiser les choses. Si elle demandait de l'aide, c'est que la situation était sérieuse. Le lendemain matin, Miss Marple décida de rendre visite au manoir Thornfield. Elle enfila son manteau de laine, ajusta son chapeau et prit le chemin qui menait à la propriété. Le manoir se dressait à l'orée du village, imposant et majestueux. Ses tourelles grises semblaient toucher le ciel hivernal. À son arrivée, elle fut accueillie par Harrison, le majordome de la famille depuis 30 ans. Son visage habituellement impassible trahissait une légère nervosité. « Madame Marple, Lady Constance vous attend dans le salon bleu », annonça-t-il avec une révérence. Miss Marple remarqua immédiatement que quelque chose troublait le vieux serviteur. Le salon bleu était une pièce magnifique, ornée de portraits d'ancêtres et de meubles d'époque. Lady Constance, une femme distinguée aux cheveux argentés, se tenait près de la cheminée. Son visage reflétait un mélange d'anxiété et de soulagement en voyant Miss Marple entrer. « Jane, merci d'être venue si rapidement, » dit-elle en lui tendant les mains. Miss Marple prit place dans un fauteuil près du feu. Lady Constance servit le thé elle-même, ce qui était inhabituel. Il s'est passé des choses étranges au manoir ces dernières semaines, commença-t-elle. Sa voix tremblait légèrement. Des objets ont disparu, puis sont réapparus à des endroits incongrus. La dame du manoir expliqua que le médaillon de famille, un bijou précieux datant du XVIIIe siècle, avait disparu de son coffret. 3 jours plus tard, il était réapparu dans la bibliothèque, posé sur un livre ouvert. D'autres incidents similaires s'étaient produits. Des lettres déplacées, des portes trouvées ouvertes le matin, des pas entendus dans les couloirs vides. Miss Marple écouta attentivement, notant mentalement chaque détail. Elle connaissait suffisamment la nature humaine pour savoir que derrière ces événements, apparemment surnaturels, se cachait une explication rationnelle. « Qui réside actuellement au manoir ?» demanda-t-elle calmement. Lady Constance lui révéla alors la composition de la maisonnée, et Miss Marple comprit que l'affaire serait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé.
Lady Constance commença à décrire les résidents actuels du manoir Thornfield. Son fils, Richard Ashworth, était revenu de Londres 3 mois auparavant, après une carrière dans la finance. Il semblait préoccupé et passait de longues heures, enfermé dans le bureau de feu son père. Sa femme Vivienne, une Française élégante, s'ennuyait visiblement de la vie mondaine de la capitale. La belle-fille de Lady Constance était arrivée avec sa sœur cadette, Céline, qui avait accepté de passer l'hiver à la campagne. Céline était musicienne, et ses mélodies au piano résonnaient souvent dans le manoir. Mais Miss Marple nota que Lady Constance fronçait les sourcils en mentionnant la jeune femme. « Elle est charmante, mais elle pose trop de questions sur l'histoire de la famille, » murmura-t-elle. Le neveu de Lady Constance, Geoffrey Harrington, occupait également une chambre au manoir. Historien de formation, il était venu pour cataloguer les archives familiales. C'était un travail qu'il avait commencé l'été précédent, mais qui semblait ne jamais avancer. Il passait ses journées dans les greniers et la bibliothèque, fouillant dans de vieux documents. Miss Marple apprit également que le docteur Pemberton, médecin du village et vieil ami de feu Lord Ashworth, venait fréquemment au manoir. Il avait l'habitude de rendre visite à Lady Constance pour jouer aux échecs. Récemment, il avait proposé d'aider Geoffrey dans ses recherches historiques, ce qui semblait étrange pour un médecin. Le personnel de maison comprenait Harrison, le majordome, Mrs. Cooper, la gouvernante et 3 domestiques plus jeunes. Mrs. Cooper servait la famille depuis 15 ans et connaissait tous les secrets du manoir. C'était elle qui avait découvert le médaillon dans la bibliothèque. Elle était également celle qui entendait le plus souvent les bruits nocturnes. Miss Marple demanda si des visiteurs extérieurs venaient régulièrement au manoir. Lady Constance mentionna le révérend Clément, qui donnait des leçons de latin à Geoffrey. Il y avait aussi Miss Theodora Wells, antiquaire du village, qui avait récemment évalué certains objets de la collection familiale. Son intérêt pour les pièces anciennes semblait particulièrement vif, et ces événements étranges ont-ils un lien avec la célébration du solstice ? Demanda Miss Marple en reposant délicatement sa tasse de thé. Lady Constance hocha la tête. C'est précisément ce qui m'inquiète. Cette célébration est une tradition ancestrale que nous n'avons pas organisée depuis la mort de mon mari, il y a 5 ans. Richard a insisté pour la rétablir. La matriarche du manoir révéla qu'il existait une légende familiale liée au solstice d'hiver. Selon cette histoire, un trésor aurait été caché dans le manoir par un ancêtre pendant la Révolution française. Ce trésor ne pourrait être trouvé que lors du solstice, lorsque la lumière frappe d'une certaine manière les vitraux de la chapelle privée. Miss Marple sentit que cette légende était la clé de l'affaire. Elle demanda à voir la chapelle et les archives familiales. Lady Constance accepta immédiatement, soulagée de partager enfin son fardeau avec quelqu'un de confiance. Elles se levèrent, et Miss Marple suivit son hôtesse dans les couloirs du vieux manoir, son esprit déjà au travail. La chapelle du manoir Thornfield était une merveille d'architecture gothique. Construite au XVe siècle, elle avait été préservée avec soin par les générations successives. Les vitraux représentaient des scènes bibliques et des symboles alchimiques, témoignage des intérêts ésotériques d'un ancêtre. La lumière hivernale qui filtrait à travers les verres colorés créait des motifs fascinants sur le sol de pierre. Miss Marple avança lentement dans l'allée centrale, observant chaque détail. Lady Constance expliqua que lors du solstice d'hiver, à midi précisément, un rayon de soleil traversait le vitrail principal et formait un motif particulier. Selon la légende, ce motif indiquait l'emplacement du trésor caché. Mais personne n'avait jamais trouvé ce trésor, si tant est qu'il existât. Sur les murs de la chapelle, des plaques commémoratives rendaient hommage aux membres défunts de la famille. Miss Marple remarqua celle dédiée à Sir Edward Ashworth, qui avait accueilli des réfugiés français pendant la Révolution. C'était lui qui, selon la légende, aurait caché un trésor apporté par ces réfugiés. Les dates indiquaient qu'il était mort mystérieusement en 1793, Geoffrey Harrington les rejoignit dans la chapelle.
C'était un homme mince, d'une quarantaine d'années, aux lunettes cerclées d'or et aux manières de savant distrait. « Tante Constance, je vois que vous montrez notre petit mystère à Miss Marple, » dit-il avec un sourire. Son ton était léger, mais Miss Marple décela une certaine tension dans sa voix. L'historien expliqua qu'il avait trouvé des références au trésor dans les archives familiales, des lettres codées, des schémas étranges, des allusions cryptiques. C'est fascinant d'un point de vue historique, poursuivit-il, mais je doute fort que ce trésor existe réellement. Les légendes familiales embellissent toujours la réalité. Pourtant, son regard insistant sur les vitraux trahissait sa curiosité. Miss Marple demanda à voir ses documents. Geoffrey hésita un instant, puis accepta de les lui montrer après le déjeuner. Lady Constance invita Miss Marple à rester pour le repas, ce qu'elle accepta volontiers. C'était l'occasion parfaite pour observer les interactions entre les membres de la maisonnée. Elle savait que les repas révélèrent souvent les tensions familiales. Dans la chapelle, Miss Marple remarqua des traces de pas récentes dans la poussière près de l'autel. Quelqu'un était venu là fréquemment et récemment. Elle fit mine de ne rien remarquer, mais nota mentalement ce détail. Les yeux perçants de la vieille dame n'avaient jamais perdu leur acuité, malgré les années. Alors qu'elle quittait la chapelle, un bruit résonna dans les hauteurs. Geoffrey leva les yeux vers le clocher. « Ce sont probablement les pigeons, » dit-il rapidement. Mais Miss Marple n'était pas convaincue. Le bruit lui avait semblé trop régulier, trop délibéré. Quelqu'un surveillait peut-être leurs mouvements. De retour dans le hall principal, elles croisèrent Vivienne Ashworth, qui descendait l'escalier, vêtue d'une robe de velours bordeaux. Elle salua Miss Marple avec une politesse distante. « Geoffrey, votre révérend est arrivé pour votre leçon, » annonça-t-elle d'un ton légèrement sarcastique. Il était évident qu'elle trouvait ses études latines plutôt désuètes pour un homme de son âge. Chapitre 4. Le déjeuner. Révélateur, le déjeuner fut servi dans la grande salle à manger du manoir. La table était dressée avec l'argenterie familiale, et Mrs. Cooper avait préparé un repas traditionnel anglais. Miss Marple prit place entre Lady Constance et Geoffrey, face à Richard et Vivienne Ashworth. Céline, la jeune musicienne, était assise à l'autre extrémité de la table, le regard rêveur. Richard Ashworth, un homme dans la quarantaine aux tempes grisonnantes, était visiblement préoccupé. Il mangea en silence, répondant par monosyllabes aux tentatives de conversation de sa mère. Miss Marple observa qu'il évitait le regard de sa femme et qu'il semblait avoir beaucoup maigri. Les soucis financiers, peut-être. Elle avait entendu des rumeurs au village. Vivienne, en revanche, semblait déterminée à rendre le repas agréable. Elle parla de Londres, des théâtres, des dernières modes. Son français chantant apportait une touche d'exotisme à la conversation. Mais Miss Marple remarqua que ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle portait son verre à ses lèvres. Cette femme était plus anxieuse qu'elle ne voulait le paraître. Céline interrompit soudain le monologue de sa sœur. « J'ai entendu de la musique la nuit dernière, » dit-elle d'une voix douce. Elle venait de la chapelle, un air très ancien, presque médiéval. Le silence s'abattit sur la table. Richard fronça les sourcils et Geoffrey manqua de lâcher sa fourchette. « Tu as rêvé, ma chérie, » répondit Vivienne un peu trop rapidement. Miss Marple intervint avec tact. « Quelle heure était-il, ma chère ?» Céline réfléchit. « Environ minuit. J'étais allé à la cuisine chercher un verre d'eau, et en passant devant la fenêtre du couloir est, j'ai distinctement entendu cette musique. » Geoffrey toussauta nerveusement. Le vent dans les vitraux crée parfois des sons étranges, suggéra-t-il. Lady Constance changea délibérément de sujet, interrogeant Miss Marple sur les préparatifs du village pour Noël. Mais le mal était fait. L'atmosphère était devenue tendue. Richard excusa brusquement et quitta la table, prétextant des affaires urgentes. Vivienne le suivit quelques minutes plus tard,
son sourire forcé ne trompant personne. Après le déjeuner, Miss Marple se retrouva seule, avec Céline, dans le petit salon. La jeune femme semblait vouloir lui parler. « Miss Marple, je ne suis pas folle, » commença-t-elle. « J'ai vraiment entendu cette musique. Et ce n'est pas la première fois. Il se passe quelque chose d'étrange dans ce manoir. » Ses yeux brillaient d'une détermination que Miss Marple apprécia. La vieille dame écouta attentivement le récit de Céline. La musicienne avait également remarqué que certaines partitions anciennes de la bibliothèque avaient été déplacées. Quelqu'un les consultait régulièrement. Elle avait aussi vu des lumières dans la chapelle tard le soir. « Personne ne me croit, » soupira-t-elle. « Ils pensent que j'ai trop d'imagination. » Miss Marple posa sa main sur celle de la jeune femme. « Je vous crois, ma chère, et je pense que vous pourriez m'aider dans une petite enquête, mais cela doit rester entre nous. » Céline acquiesça avec enthousiasme. « Avoir une alliée jeune et observatrice pourrait s'avérer très utile, » pensa Miss Marple. L'affaire se compliquait, mais elle commençait à entrevoir un motif dans ces événements apparemment disparates. Geoffrey conduisit Miss Marple dans la bibliothèque après le déjeuner. C'était une vaste pièce, aux murs couverts, de livres anciens, avec une grande table au centre, encombrée de documents. L'odeur du vieux papier et de la cire d'abeille flottait dans l'air. Des fenêtres à meneaux laissaient entrer une lumière grise d'hiver, qui donnait à la pièce une atmosphère mélancolique. Sur la table, Geoffrey avait disposé plusieurs documents qu'il considérait pertinents. Il y avait d'abord le journal de Sir Edward Ashworth, daté de 1792 à 1793. Les entrées étaient écrites dans une écriture serrée et difficile à déchiffrer. Miss Marple mit ses lunettes et commença à lire, pendant que Geoffrey lui fournissait des explications. « Vous voyez ici, » dit-il en pointant un passage, « il mentionne les amis venus de France et le dépôt sacré. » Un autre document particulièrement intéressant était une lettre écrite en français par un certain comte de Montclair. La lettre remerciait Sir Edward pour son hospitalité et son courage. Elle mentionnait le trésor de notre ordre qui devait être protégé jusqu'à ce que les temps soient meilleurs. La signature était ornée d'un sceau représentant un soleil et une lune entrelacées. Miss Marple examina le sceau avec attention. Elle l'avait déjà vu quelque part, mais où? Elle ferma les yeux, fouillant sa mémoire prodigieuse. Puis cela lui revint. C'était le même symbole que celui gravé dans le vitrail de la chapelle. Ce n'était donc pas une simple décoration, mais un indice. « Geoffrey » demanda-t-elle, « ce comte de Montclair, savez-vous qui il était ?» L'historien ajusta ses lunettes. « J'ai fait quelques recherches. Il appartenait à un ordre mystique français, une sorte de société secrète, mêlant alchimie et philosophie. Pendant la Révolution, ces sociétés ont été persécutées. Beaucoup de leurs membres ont fui en Angleterre, emportant leurs biens les plus précieux. » Il marqua une pause. Le trésor pourrait être une collection de manuscrits, ou peut-être des objets rituels en or. Miss Marple continua à feuilleter les documents. Elle tomba sur un schéma étrange, représentant la chapelle vue d'en haut. Des annotations en latin entouraient le dessin. « Que signifient ces inscriptions ?» demanda-t-elle. Geoffrey se pencha sur le document. « Lux in tenebris, lumière dans les ténèbres, et tempus revela veritatem, le temps révèle la vérité. » Des phrases assez classiques, mais probablement des indices. Soudain, la porte de la bibliothèque s'ouvrit. C'était le docteur Pemberton, un homme corpulent au visage jovial, portant une sacoche médicale. « Ah, Geoffrey, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie, » dit-il, en apercevant Miss Marple. Il la salua poliment. « Miss Marple, quel plaisir de vous voir. Vous vous intéressez aussi à l'histoire de notre noble famille ?» Son ton était léger, mais ses yeux scrutaient la table, avec curiosité. Geoffrey rangea rapidement certains documents dans un tiroir. Miss Marple nota ce geste défensif. « Le docteur Pemberton m'aide dans mes recherches, » expliqua Geoffrey. « Il connaissait très bien mon oncle et possède quelques lettres privées qui pourraient être intéressantes. » Le médecin sourit. En effet,
Lord Ashworth et moi étions très proches. Il me confiait beaucoup de choses. La conversation dériva vers des sujets médicaux, puis vers les préparatifs de la célébration du solstice. Miss Marple écoutait plus qu'elle ne parlait, observant l'interaction entre les deux hommes. Il y avait une tension sous-jacente, une sorte de rivalité polie. Lorsque le docteur Pemberton évoqua la légende du trésor, avec un rire sceptique, Geoffrey se raidit visiblement. Après le départ du médecin, Miss Marple demanda à Geoffrey pourquoi il rangeait certains documents à l'arrivée du docteur. Le jeune homme hésita, puis avoua: « Je ne lui fais pas entièrement confiance. Il pose trop de questions et s'intéresse un peu trop aux affaires financières de la famille. Richard est très endetté, vous savez. Si ce trésor existe, il pourrait sauver le manoir de la ruine. Mais je préfère que cette information reste confidentielle. » La crypte des Ashworth n'avait pas été ouverte depuis les funérailles de Lord Ashworth 5 ans auparavant. C'était une structure de pierre noircie par le temps, semi-enterrée dans une colline à l'arrière du manoir. La porte de fer forgé, normalement verrouillée, était maintenant entr'ouverte. Geoffrey tenait une lanterne et expliquait qu'il avait découvert la porte ouverte lors de sa promenade matinale. Richard descendit le premier, les marches de pierre humide, suivi de Geoffrey et du docteur Pemberton. Miss Marple attendit avec les dames à l'entrée, mais elle pouvait entendre leurs exclamations étouffées. Lorsqu'ils remontèrent, leurs visages étaient pâles. « Quelqu'un a fouillé les cercueils anciens », annonça Richard, d'une voix tremblante. « Pas celui de mon père, Dieu merci, mais ceux datant du XVIIIe siècle. » Geoffrey portait une boîte en métal qu'il avait trouvée ouverte près du tombeau de Sir Edward Ashworth. La boîte était vide, mais son intérieur était doublé de velours rouge, suggérant qu'elle avait contenu quelque chose de précieux. Des traces dans la poussière indiquaient qu'elle avait été ouverte récemment. « Le trésor », murmura Geoffrey. « Quelqu'un a trouvé le trésor avant nous. » Miss Marple demanda à examiner la boîte de plus près. Elle remarqua des inscriptions à peine visibles sur le couvercle. En plissant les yeux, elle parvint à déchiffrer « Donum Ordinis », le don de l'ordre. C'était donc bien lié au comte de Montclair et à son ordre mystique. Mais qui avait découvert son emplacement? Et surtout, comment cette personne savait-elle où chercher? Le groupe retourna au manoir dans un silence pesant. Lady Constance était bouleversée, moins par la perte hypothétique du trésor que par la profanation des tombes familiales. « Il faut prévenir la police », déclara-t-elle. Mais Richard s'y opposa fermement. « Mère, cela créerait un scandale. Et que dirons-nous? Qu'un trésor légendaire a été volé dans notre crypte? On nous prendra pour des fous. » Dans le salon, Miss Marple demanda à chacun de préciser ses mouvements de la veille au soir et durant la nuit. Geoffrey affirma être resté dans sa chambre à lire. Vivienne et Céline avaient passé la soirée ensemble au salon. Richard avait travaillé dans son bureau jusqu'à minuit. Le docteur Pemberton était parti après le dîner, mais plusieurs personnes l'avaient vu revenir vers 11 heures. Il prétendait avoir oublié sa sacoche. Miss Marple observa attentivement les réactions de chacun. Geoffrey semblait sincèrement déçu que le trésor ait disparu. Vivienne paraissait plus soulagée qu'autre chose. Richard était manifestement furieux. Le docteur Pemberton affichait un air sceptique, comme s'il ne croyait pas vraiment à l'existence de ce trésor. Céline, quant à elle, semblait effrayée par toute cette histoire. « Il y a quelque chose que je ne comprends pas », intervint Miss Marple. « Si quelqu'un a volé le trésor, pourquoi laisser la porte de la crypte ouverte et la boîte bien en évidence? Un voleur aurait cherché à dissimuler son méfait le plus longtemps possible. » Elle laissa sa question flotter dans l'air. Geoffrey fronça les sourcils, comprenant où elle voulait en venir. « Vous voulez dire que c'était un message ?» demanda-t-il. « Que quelqu'un veut nous faire savoir que le trésor a été trouvé ?» Miss Marple hocha la tête lentement. « Ou peut-être veut-on nous faire croire qu'il a été trouvé. Nous ne savons pas avec certitude si cette boîte contenait réellement le trésor légendaire. Elle pourrait avoir été placée là récemment. » Le lendemain matin,
Miss Marple décida de rendre visite à Miss Theodora Wells, l'antiquaire du village, si quelqu'un tentait de vendre des objets précieux provenant du manoir. Elle serait probablement la première à le savoir. La boutique de Miss Wells était située dans une vieille maison à colombage sur la rue principale, ses vitrines remplies d'objets anciens et fascinants. Miss Wells était une femme mince d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coiffés en chignon strict. Ses yeux perçants derrière ses lunettes ne manquaient jamais un détail. Elle accueillit Miss Marple avec un sourire professionnel. « Miss Marple, quel plaisir! Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Miss Marple admira quelques pièces exposées avant d'aborder le sujet qui l'intéressait vraiment. « Je me demandais, Miss Wells, si vous aviez récemment expertisé des objets pour la famille Ashworth. » L'antiquaire hésita une fraction de seconde avant de répondre. « En effet, Lady Constance m'a demandé d'évaluer quelques pièces de leur collection. Des objets du XVIIIe siècle principalement. Elle envisageait de vendre certaines pièces pour financer les réparations du manoir. » Cette information était nouvelle et intéressante. Miss Marple demanda innocemment si ces objets étaient de grande valeur. Miss Wells expliqua que certains l'étaient, notamment une collection de miniatures persanes et quelques manuscrits enluminés. « Mais ce qui m'a le plus intéressé, ajouta-t-elle en baissant la voix, c'est que M. Richard m'a contacté séparément à l'insu de sa mère. Il voulait que j'évalue des pièces spécifiques mentionnées dans de vieux inventaires. » L'antiquaire montra à Miss Marple une liste manuscrite que Richard lui avait fournie. C'était une énumération d'objets datant de la fin du XVIIIe siècle. Calices en argent, chandeliers, coffrets incrustés de pierres semi-précieuses et, curieusement, un manuscrit alchimique en français. Miss Wells avait fait des recherches et découvert que ces objets correspondaient exactement au type de trésor que les ordres mystiques français emportaient en exil. Mr. Richard était très insistant, continua Miss Wells. Il voulait savoir quelle serait la valeur de ces objets sur le marché actuel. Je lui ai expliqué que cela dépendrait de leur état et de leur provenance, mais qu'une telle collection pourrait valoir une fortune considérable, assez pour rembourser des dettes importantes, par exemple. Son regard entendu n'échappa pas à Miss Marple. Miss Marple demanda si d'autres personnes s'étaient renseignées sur ce type d'objet. L'antiquaire réfléchit. « Maintenant que vous le mentionnez, le docteur Pemberton est passé il y a environ 2 semaines. Il m'a posé des questions très précises sur les manuscrits alchimiques français. Il prétendait écrire un article sur l'histoire locale, mais ses questions étaient étrangement détaillées. » Elle marqua une pause, et Geoffrey Harrington vient régulièrement acheter des livres d'histoire. Ce qui intrigua le plus Miss Marple fut la remarque suivante de Miss Wells. Il y a eu un autre visiteur inhabituel. Une dame française, très élégante, qui est venue il y a 1 mois. Elle ne m'a pas donné son nom, mais elle correspondait à la description de Mrs. Vivienne Ashworth. Elle s'intéressait particulièrement aux objets ayant appartenu à des émigrés français pendant la Révolution. Miss Marple remercia Miss Wells pour ces informations précieuses et retourna chez elle pour réfléchir. Le puzzle devenait plus complexe. Il semblait que plusieurs personnes recherchaient le trésor, chacune pour ses propres raisons. Richard pour sauver le manoir et rembourser ses dettes. Le docteur Pemberton pour récupérer ce qu'il considérait peut-être comme un dû. Et Vivienne, quel était son intérêt dans cette affaire? Ce soir-là, Miss Marple reçut une visite inattendue. C'était le révérend Clément, le prêtre qui donnait des leçons de latin à Geoffrey. C'était un homme d'une 40aine d'années, érudit et discret. « Miss Marple, pardonnez cette intrusion, mais je crois devoir vous parler de quelque chose qui me trouble. » Commença-t-il. Son visage reflétait une véritable inquiétude morale. Le révérend expliqua que lors de ses leçons avec Geoffrey, il avait remarqué certains documents sur la table de travail. Je ne voulais pas être indiscret, mais j'ai reconnu des textes d'alchimie médiévale, certains contenant des formules qui étaient considérées comme dangereuses à l'époque. Geoffrey m'a dit qu'il les étudiait dans un contexte purement historique, mais j'ai eu l'impression qu'il en cherchait un en particulier.
Le prêtre semblait sincèrement préoccupé. Le 21 décembre arriva enfin. Le manoir Thornfield brillait de 1000 feux pour la célébration du solstice d'hiver. Les notables du village étaient invités pour un dîner suivi d'une cérémonie dans la chapelle à minuit, moment où, selon la tradition, on célébrait le retour de la lumière. Miss Marple arriva en début de soirée, observant discrètement l'agitation des préparatifs. Lady Constance avait revêtu ses plus beaux atours, essayant de maintenir les apparences malgré les tensions familiales. Le grand salon était décoré de branches de houx et de gui. Des bougies éclairaient chaque recoin, créant une atmosphère à la fois festive et mystérieuse. Les invités arrivaient progressivement, admirant la splendeur retrouvée du vieux manoir. Personne ne se doutait du drame qui se jouait entre ces murs. Pendant le dîner, Miss Marple se retrouva placée entre le révérend Clément et Miss Wells. Cette position lui permettait d'observer toute la table. Elle nota que Richard buvait plus que de raison et que Vivienne semblait nerveuse, jetant fréquemment des regards vers l'horloge. Geoffrey était inhabituellement silencieux, perdu dans ses pensées. Le docteur Pemberton, en revanche, paraissait d'excellente humeur, ce qui était suspect. Après le dîner, les invités se rassemblèrent dans le grand salon pour des conversations et de la musique. Céline joua du piano, interprétant des mélodies de Chopin qui ajoutaient une note mélancolique à l'atmosphère. Miss Marple en profita pour s'éclipser discrètement. Elle avait remarqué que Geoffrey avait également quitté le salon. Son instinct lui disait que quelque chose allait se produire cette nuit. Elle se dirigea vers la chapelle, guidée par son intuition. La neige tombait doucement, étouffant tous les bruits. À travers les vitraux, elle aperçut une lueur vacillante. Quelqu'un était déjà dans la chapelle. Miss Marple s'approcha silencieusement et entr'ouvrit la lourde porte de chêne. Ce qu'elle vit la laissa momentanément sans voix. Geoffrey et le docteur Pemberton se tenaient devant l'autel, une lanterne à la main, examinant les dalles du sol. « Il doit être ici », disait Geoffrey, avec une excitation fébrile. Selon les documents, le trésor a été caché sous la pierre marquée du sceau de l'ordre. À minuit, lors du solstice, la lumière de la lune passant par le vitrail révélera laquelle. Le docteur Pemberton hocha la tête. Et une fois que nous l'aurons trouvé, nous partagerons selon notre accord. Cela réglera tous nos problèmes, Geoffrey. Miss Marple toussa légèrement pour signaler sa présence. Les deux hommes se retournèrent brusquement, le visage décomposé. « Miss Marple !» s'exclama Geoffrey. « Que faites-vous ici ?» La vieille dame s'avança calmement dans la chapelle. « Je pourrais vous poser la même question, messieurs, bien que la réponse soit évidente. Vous cherchez le trésor de l'ordre mystique français. » Le docteur Pemberton tenta de minimiser la situation. « Nous faisions simplement des recherches historiques, Miss Marple. Rien de répréhensible. » Mais Miss Marple secoua la tête. « Je crains que ce ne soit pas aussi simple. Les événements étranges de ces dernières semaines. C'était vous, n'est-ce pas? Le médaillon déplacé, les bruits nocturnes, tout cela pour détourner l'attention pendant que vous cherchiez des indices. » Geoffrey s'effondra sur un banc, la tête dans les mains. « Vous ne comprenez pas. Ce trésor est la solution à tous nos problèmes. Le manoir est au bord de la faillite. Richard doit des sommes considérables au docteur Pemberton. Et moi, j'ai fait des erreurs financières dans mes recherches. J'ai utilisé l'argent de la famille sans autorisation. Si le trésor existe, il pourrait tout réparer. » Soudain, la porte de la chapelle s'ouvrit avec fracas. Richard Ashworth entra, suivi de Vivienne et de Lady Constance. « Alors c'est vrai, » dit Richard d'une voix dure. « Vous conspirez pour voler le trésor de ma famille. » Geoffrey se leva, les mains tendues, en signe d'apaisement. « Richard, laisse-moi t'expliquer. Je voulais aider la famille, pas la voler. » Mais son cousin ne voulait rien entendre. Lady Constance s'avança, sa dignité intacte malgré le choc. « Messieurs, je pense qu'il est temps que la vérité soit révélée. Toute la vérité. » Elle se tourna vers Miss Marple. « Jane, vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez toujours été si perspicace. » Miss Marple hocha la tête, lentement.
Je crois que oui, Constance, mais je pense que c'est à vous de raconter l'histoire. Lady Constance s'assit avec grâce sur un banc de la chapelle, rassemblant ses pensées. L'horloge du manoir sonne à 11h30. Dans 30 minutes, ce serait le moment exact du solstice. Il est temps, commença-t-elle, que je vous révèle ce que mon défunt mari m'a confié sur son lit de mort. L'histoire du trésor est vraie, mais pas de la manière que vous l'imaginez. Elle expliqua que Sir Edward Ashworth avait effectivement caché un trésor pour le comte de Montclair. Mais ce n'était pas de l'or ou des bijoux, c'était un manuscrit unique, contenant les secrets philosophiques et scientifiques de l'ordre mystique. Le comte craignait que ses connaissances ne tombent entre de mauvaises mains pendant la Révolution. Ce manuscrit contenait des découvertes en chimie, en médecine, en astronomie, bien en avance sur leur temps. Le manuscrit était resté caché pendant plus de 2 siècles. Lord Ashworth, le mari de Constance, l'avait découvert par hasard en restaurant la chapelle, il y a 20 ans. Mon mari était un homme intègre, continua Lady Constance. Il a étudié le manuscrit et réalisé sa valeur historique et scientifique inestimable. Il voulait le donner à un musée, mais il est tombé malade avant de pouvoir le faire. Viviane intervint alors, sa voix tremblante. Je dois confesser ma part dans cette histoire. Le comte de Montclair était mon ancêtre. En épousant Richard, j'espérais retrouver ce manuscrit qui appartient légitimement à ma famille. J'ai fouillé discrètement le manoir, créé quelques diversions, mais je n'ai jamais trouvé où il était caché. Elle baissa les yeux, honteuse de sa duplicité. Le docteur Pemberton prit alors la parole, son visage rouge de confusion. Lord Ashworth m'avait effectivement promis quelque chose avant de mourir. Pas le trésor lui-même, mais la possibilité d'étudier le manuscrit pour mes recherches médicales. Il pensait que certaines formules pourraient avoir des applications modernes. Quand il est mort subitement, je n'ai jamais su où se trouvait ce manuscrit. Geoffrey confessa à son tour. J'ai découvert des références au manuscrit dans les archives familiales. En tant qu'historien, je savais que sa valeur scientifique et historique serait immense. Mais je dois avouer que j'espérais aussi que sa vente pourrait résoudre mes problèmes financiers. J'ai été malhonnête et j'en ai honte. Sa voix se brisa légèrement à ces mots. Miss Marple se leva alors et se dirigea vers l'autel. Il reste une question importante. Où se trouve actuellement ce manuscrit? Elle se tourna vers Lady Constance. Vous le savez, n'est-ce pas? Votre mari vous l'a dit avant de mourir. Lady Constance acquiesça. En effet, mais je n'étais pas certaine de devoir le révéler. Tant de convoitises, tant de malhonnêteté autour de cet objet. La matriarche du manoir expliqua que le manuscrit n'était pas sous une dalle de la chapelle, comme les légendes le suggéraient. Son mari l'avait fait expertiser et authentifier par des spécialistes, puis l'avait placé en sécurité dans un coffre-fort d'une banque de Londres. « J'ai la clé et les documents », dit-elle. J'attendais le bon moment pour accomplir le souhait de mon mari, le donner à la British Library, où il pourrait être étudié et préservé. « Mais qu'en est-il de la boîte trouvée dans la crypte ?» demanda Richard, confus. Miss Marple sourit légèrement. « Cette boîte était un leurre, n'est-ce pas, Constance? Vous l'aviez placée là pour voir qui mordrait à l'hameçon, pour révéler qui dans votre entourage était prêt à violer la sépulture familiale pour de l'argent. » Lady Constance hocha tristement la tête, confirmant cette hypothèse. L'horloge sonna minuit. Par le vitrail principal, un rayon de lune argentée pénétra dans la chapelle, créant un motif lumineux sur le sol. Tous regardèrent, fascinés malgré tout, ce moment magique du solstice. Le motif formait effectivement un symbole, le même que celui du sceau de l'ordre, un soleil et une lune, entrelacés. C'était beau, mystérieux et finalement innocent. Lady Constance se leva et s'adressa à tous. Le véritable trésor de cette famille n'est pas un manuscrit ancien, aussi précieux soit-il. C'est notre honneur, notre intégrité, nos liens familiaux. J'espère que cette nuit nous aura appris que certaines choses ne peuvent être achetées ou volées.
Elle regarda chacun dans les yeux. « Je pardonnerai vos manquements si vous promettez de ne plus jamais déshonorer cette famille. Richard, je vendrai des terres pour t'aider avec tes dettes, mais tu devras apprendre à mieux gérer tes affaires. Geoffrey, tu travailleras honnêtement pour rembourser ce que tu as pris. Docteur Pemberton, je réglerai la dette de Richard envers vous. Mais notre amitié s'arrête ici. Et Vivienne, ma chère, si le manuscrit appartient moralement à ta famille, nous en discuterons avec la British Library. » Le silence régna dans la chapelle. Un à un, les protagonistes de ce drame hochèrent la tête, acceptant les conditions de Lady Constance. Miss Marple observa cette scène avec satisfaction. La justice n'avait pas besoin des tribunaux quand elle était administrée avec sagesse et compassion. La famille était ébranlée, mais elle survivrait, peut-être même renforcée par cette épreuve. Dans les jours qui suivirent, le calme revint au manoir Thornfield. Le manuscrit fut officiellement donné à la British Library, où il créa une sensation dans le monde académique.